J'avoue que moi, 10 ans après, j'ai encore du mal à avoir du recul sur le 13 novembre. Quand une société est frappée, on voit comment elle réagit. Le budget, parlons du budget. Les députés ont voté hier la suspension ou le décalage de la réforme des retraites intégrée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le PS crie à la victoire. Les insoumis crient à l'arnaque. Qui a raison, qui a tort? On doit décider. Non, j'en sais rien, vous en pensez quoi de cette séquence autour de la décalage? Ce matin, j'ai écouté Patrick Cohen sur France Inter. Oh là. Et lui, il disait... Ah oui, vote historique. Oui, lui, il disait que le PS, c'était vachement une belle victoire quand même pour le PS, mais que quand même, ça serait bien de faire quand même une réforme des retraites. Voilà. D'accord. Merci Patrick. Voilà. Non, mais... Et il disait que les macronistes avaient l'air tristes. Que c'est une défaite pour les macronistes. Voilà. C'est leur réforme. Alors, les macronistes se sont abstenus, en l'occurrence. Ils sont vexés. Les insoumis ont voté contre. En plus, il y a eu un espèce de... Alors, je voulais bien le camembert. Depuis le début de l'examen de ce budget, c'est un peu la foire à l'alliance chelou sur les votes, parce que là, on avait LFI et les Républicains qui votaient de la même manière, et le PS et le RN qui votaient de la même manière. C'était complètement illisible, et c'est encore illisible 2 amendements plus tard, où il y a encore des changements d'alliance, etc. C'est très très bizarre ce qui est en train de se passer. On est en plein dedans. Moi, depuis que ça fait maintenant 15 ans que je milite, on m'a toujours expliqué que même à l'échelon municipal, le budget, c'est un peu le vote qui clarifie les majorités, les oppositions. Je pense que le Parti socialiste est en train d'avancer vers une certaine affirmation dans son chemin qu'elle veut tracer. Dans le chemin que veut tracer le PS. En fait, tout est sujet à interprétation, là. Ouais, grave. Eux, ils sont persuadés d'avoir obtenu une grande victoire parce qu'il y a une suspension. Je sais toujours pas ce que ça veut dire suspension. Ni décalage, on a toujours pas compris la différence entre les deux. Voilà. Eux-mêmes, ils savent pas. Chez moi, il y a abrogation ou ou pas, en fait. Donc voilà. Non, là, le vrai sujet, c'est surtout est-ce qu'on a un budget à la fin, quoi. Oui, c'est le vrai sujet, parce que finalement, la réforme des retraites qui est devenue un totem, où du coup les socialistes se sont dit il faut absolument qu'on ait ça, comme ça montrera qu'on est encore de gauche si on obtient la suspension. Enfin, ils en ont fait un marqueur et un challenge, un petit challenge qu'ils se sont donné, voilà. Mais si pour ça faut voter tout le reste des saloperies, Alors, ce qui est prévu de ce que j'ai compris, c'est que les socialistes, à la fin, s'il y a un vote qui n'est vraiment pas sûr, ils s'abstiennent de voter le budget. Donc ils passent, grâce à leur abstention. C'est même pas sûr. Moi, je pense que le budget ne passe pas. Vraiment, je pense que si l'Assemblée nationale va jusqu'à un vote... Donc, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça, et on repart à la case départ, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura des ordonnances, à mon avis. Il y a 3 conditions qui font qu'on se pose la question de est-ce qu'on a un budget à la fin de l'année. Il y a 1, le fait qu'il n'y ait pas de majorité claire. 2, le fait que le Cornu ait renoncé au 49 alinéa 3, on le remercie. Et le troisième truc, c'est le budget, le calendrier quand même super serré, parce que le budget a été présenté très tardivement. Ouais, il y a eu 20 jours de retard déjà qui a été pris dans la vue au tout début de l'examen. Hier soir, les députés n'ont pas terminé l'examen du PLFSS dans les temps impartis. Le texte va être transmis au Sénat avec un élément un peu particulier. C'est que comme le gouvernement l'a promis, les amendements votés en commission à l'Assemblée nationale vont être intégrés dans la copie qui va arriver au Sénat. C'est gentil, merci Sébastien Lecornu, ça change pas grand-chose. Voilà, parce qu'au bout du bout, le Sénat va quand même pouvoir faire son travail de Sénat. Et en l'occurrence, Gérard Larcher a prévenu, ils ont bien l'intention de ratiboiser toute la folie fiscale, je cite, des députés. Change pas grand-chose au final non plus, puisque l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Si d'aventure on lui donne le dernier mot. Mais moi, je pense qu'on va finir dans des ordonnances cheloues, avec un budget qui ne convient à personne. Et la clarification dont tu parles sur le vote du budget aura lieu sur un vote de censure. Par contre, moi, c'est ce que je pense. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est très clair, c'est que, et les socialistes le disent, voilà, la suspension, je sais pas quoi, en gros, on en reparlera en 2027. Tout le monde a dit, en fait, fin de la crise. On arrête la crise, on joue plus avec ça, on réglera ça à la présidentielle la prochaine fois. Et en attendant, on continue la violence sociale avec une force même redoublée. Je sais pas si vous avez entendu sur France Inter l'interview de Jean-Pierre Farandou, là, l'ancien de la SNCF, qui est ministre. Ouais, qui est maintenant ministre de quoi, du travail. Je sais plus. Qui nous a promis, et qui nous a dit, c'est rarement dit aussi clairement, mais sur ce fameux truc de la prime de Noël
Noël pour les bénéficiaires du RSA, où il a dit maintenant là il y aura plus de prime de Noël pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc d'accord, ok, 150 balles en moins pour des gens qui touchent 600 et quelques. Et derrière il a argumenté en disant oui mais on a été trop généreux, on est trop généreux. Donc là va falloir vous habituer à ce qu'on soit moins généreux. Donc c'est en effet un budget austéritaire, ça va être un budget austéritaire, que ce soit celui-là ou le prochain. Parce que, de toute façon, les socialistes ont décidé qu'on ne fait pas tomber le gouvernement, on verra en 2027. Ouais. Évidemment, ils ne sont pas prêts, eux. Sur la question de la réforme des retraites, en l'occurrence, c'était effectivement le pari qui a été tenu par Sébastien Lecornu, c'est de dire on décale la réforme des retraites jusqu'au 1er janvier 2028, de manière à ce que l'élection présidentielle soit l'occasion d'un débat et d'une clarification par le vote des Français, et charge au futur président de la République de faire sa propre réforme des retraites. 60 ans, 67 ans, on se débrouille, on verra bien. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas un cadeau qui est fait aux Français de dire vous pourrez décider à l'occasion de la présidentielle. Par définition, une présidentielle, c'est l'occasion d'un choix. Une définition. Donc en fait, que tu la maintiennes, que tu l'abroges, même si on avait abrogé la réforme des retraites là, en 2027, un futur président de la République pourrait remettre en place une nouvelle réforme des retraites. J'ai vu qu'avec Gabriel Attal avec beaucoup d'idées. Voilà. Des belles idées, non, mais des idées. François Langlais les trouve très bien, ces idées. Voilà. Vous avez la grille de lecture. Mais moi, je trouve que c'est déjà une clarification en réalité. Enfin, je trouve que le fait que le PS et le RN votent cette suspension, bref, ce truc chelou là, c'est déjà une clarification dans le sens où ça montre en fait qu'ils font un pas vers le gouvernement pour essayer plus ou moins de négocier avec eux pour, en tout cas, à mon sens, le sauver. Pour moi, c'est ça la clarification. Et ceux et celles qui n'ont pas voté, pour moi, c'est clairement... de toute façon, nous, on censure, on ne deal pas avec vous et basta, en fait. Pour moi, il y a déjà une forme de clarification. Ce qui est la géométrie variable, parce que, par exemple, sur la taxe Zuckman Light, on a vu que toute la gauche l'avait voté, y compris la France Insoumise, malgré tout le mal qu'ils en disaient. Quand il s'agit de gagner des petits combats, parfois, toute les voix de la gauche sont là. Pas toujours. Ça aussi, c'est difficilement lisible. Ouais, mais en fait, c'est le PS et les RN, c'est quand même deux groupes qui essayent de se montrer en fait comme responsables. Ouais, responsables, comme des gens qui négocient, qui sont pas radicaux, etc., etc. Quand bien même, le RN et l'extrême droite, ils essayent de se montrer de plus en plus proches du centre. Donc, moi, c'est ça que je vois en tout cas dans ce vote pour. Moi, je suis d'accord avec toi. Je m'interroge, mais je me suis déjà interrogé à vive voix sur le plateau de Backseat sur la stratégie des socialistes. Qu'est-ce qu'ils essayent de gagner à jouer à ce jeu-là Est-ce que vraiment leur électorat leur demande ça? On l'a demandé à Arthur Delaporte. Lui-même, je suis pas sûr qu'il était sûr. Ne me rappelez pas cette émission, s'il vous plaît. Non, ils veulent repousser la crise. Ils veulent leur petite municipale. Comme ça, pendant les municipales, ils vont pouvoir voir la bagarre avec le reste de la gauche et montrer qu'ils sont encore là. Et comme ça, au présidentiel, ils arriveront fort des quelques succès qu'ils auront pu éventuellement avoir au municipal. Et ils pensent comme ça, ils pensent à la prochaine présidentielle, mais ils veulent rien précipiter parce qu'ils sont pas prêts. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat le PS essaye de récupérer les déçus du macronisme. Je pense. Oui, bien sûr, de raccrocher. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est Cécile Duflot qui l'explique assez bien dans son livre. On en parlera avec elle tout à l'heure. En 2017, en fait, il y a eu un schisme des électeurs socialistes. Toute une partie qui est partie chez les macronistes, toute une partie qui est partie chez Jean-Luc Mélenchon. Et donc, en gros, ce qu'essaye de faire le Parti socialiste aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait une croix sur l'électorat mélenchoniste et qu'ils essayent de ramener au bercail des électeurs qui ont un peu le cœur à gauche, mais qui ont besoin de responsabilité, etc. Donc qui seraient séduits par un PS qui négocie et qui trouve des compromis. Je sais pas, ça me paraît sorcier comme une espèce d'incantation d'un électorat qui reviendrait. Je sais pas. Après, j'ai envie de dire, je pense qu'ils croient ce qui les arrange en fait. Ils vont pas se dire non mais de toute façon nous notre électorat il est mort, on arrête, on dissout le PS et ciao. Non, ils vont toujours essayer de survivre. Donc après, est-ce qu'ils sont des loulous? Des loulous. Je sais pas. Des lulus. Non, c'est les petites figurines là. Le non, ça c'est les laboubous. Ah oui. Non mais je traîne trop sur TikTok, mais en gros, est-ce qu'ils sont la boubou. delusional, est-ce qu'ils sont dans le déni quoi? Ça, je sais pas. Mais pour moi, c'est juste que ils jouent de. Mais si on a encore des choses à dire, on peut encore revenir sur le devant de la scène. Et donc, quitte à s'inventer un électorat qui, pour moi, n'existe plus trop, en tout cas, qui ne leur permettra certainement pas d'aller au second tour. Je pense que c'est ça que le PS joue en ce moment. Non, mais en plus de ça, je suis désolé, mais le Parti socialiste qui parle de victoire.
Désolé, hein, bon, on s'est posé la question en ouverture de séquence. Je réfléchis, je vois toujours pas où Mais sont les victoires. La suspension de la réforme des retraites, les centaines de milliers de personnes qui seront plus concernées par le sujet. Enfin, tu vois, bon, décalage slash 163 ans et quelques mois pour certains. Enfin, 62 et 9 mois. Ouais, là. voilà. Puis surtout, c'est à côté des enjeux de l'époque et du pays et de ce qu'attendent aujourd'hui les travailleurs et les travailleuses en termes de justice fiscale, en termes de... C'est là-dessus qu'il faut aller, quoi. C'est vrai que la bataille des retraites, c'était une bataille où on s'est fait rouler dessus assez salement, c'est vrai. On reprendra ça à la prochaine présidentielle, mais là, l'urgence, c'est qu'il faut préserver les gens qui bénéficient de la Sécu, pour les ALD, etc. Il faut enfin, voilà, tu vois, il y a une urgence sociale, il y a une urgence du logement, il y a une urgence de la santé. C'est ça, les urgences. Dire, on a obtenu le report de machin, c'est nul à chier. Les gens voient... Enfin, je crois que c'est assez déconnecté, y compris de où on en est là à gauche et des aspirations populaires. Mais moi, si je me mets à l'avocat du diable pour le coup, pour moi, en fait, ils se disent... Le diable étant le PS ? Dans mon histoire, en tout cas. Contextuellement. En fait, je pense qu'ils se sont dit, la réforme des retraites, les gens ont été dans la rue, se sont mobilisés, etc. Donc, c'est un truc qui est impopulaire. Donc, pour montrer que nous, on est populaire, qu'on écoute le peuple, on va se battre sur les retraites. Mais en fait, les gens qui sont allés dans la rue, je suis allée dans la rue, on a demandé l'abrogation, on n'a pas demandé une suspension et peut-être que des broutilles. On a demandé abrogation, point, en fait. Donc, pour moi, encore une fois, c'est qu'ils sont un peu déconnectés encore. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, faut pas oublier la CFDT qui a joué un rôle là-dedans. Effectivement, c'est vrai que le PS a toujours été très très proche du syndicat réformiste, premier syndicat de France. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se joue, mais c'est toujours pareil. Si tu passes des deals avec la direction du syndicat, est-ce que tu es en train de passer des deals avec l'ensemble de leurs adhérents ? On voit bien que la base ne suit pas toujours et que, comme le dit Usul, je suis assez d'accord avec lui, on est peut-être à contre-tempo là en fait du côté du PS vis-à-vis de ce qu'attendent les gens. Comme c'est la question qu'on avait posée il y a un mois, Arthur Delaporte, comme c'est peut-être le sujet aussi de la base du Parti Socialiste. Moi, depuis un mois, avec toutes les campagnes que j'accompagne sur les municipales, je les croise, les militants socialistes sur le terrain. Ils avaient retrouvé cette petite fierté de dire qu'ils étaient socialistes en 2022. Là, c'est compliqué. Hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis curieux de savoir ce que pensent les militants socialistes qui ont voté Olivier Faure au Congrès de ce qui est en train de faire Olivier Faure. Parce que c'était pas ça la ligne. Moi, on est d'accord, et c'est ce que j'avais demandé à Arthur Delaporte, qui nous avait dit mais si, mais non, mais... Regardez, nous, on n'a pas écrit ça. Bon, voilà. Bon, bref. Puis il y avait des lignes rouges à chaque fois. Exactement. Alors, et à chaque fois, ils ont reculé, les lignes rouges. La seule victoire du Parti Socialiste, c'est que maintenant, ils font des... alors, vous savez, il y a les fameux petits déjeuners de la majorité. C'est historique, voilà, c'est traditionnel, c'est la tradition. Le Premier ministre reçoit les acteurs de la majorité, les leaders de la majorité au petit déjeuner du mardi matin. Pour l'instant, les socialistes ne font que des déjeuners avec Sébastien Lecornu. Ils se rapprochent tout doucement du petit déjeuner. Ils vont finir par y arriver. Franchement, moi, je crois pas. Je crois pas que le PS va rejoindre les macronistes dans une majorité, dans une coalition. Je pense qu'ils vont pas rejoindre le gouvernement. Je pense qu'ils vont rester sur cette espèce de ligne de crête un peu absurde et difficilement lisible d'abstention, vote, coalition, compromis. On se rapproche quand même tout doucement du soutien sans participation. Ouais, t'as raison. Voilà. Non, mais je crois qu'ils ont perdu pied parce que ça faisait tellement longtemps qu'on leur donnait plus l'heure. Et d'un coup, on attend des trucs du PS. Les journalistes les appellent. Ils ont l'air d'être importants et tout. Et je crois qu'ils ont bien aimé ce petit moment de jeu où ils avaient l'impression de faire plier le cornu. Enfin, je crois qu'ils se sont vraiment pris au... Et encore une fois, de manière complètement... Enfin, c'est assez ridicule, surtout vu le résultat obtenu, quoi. Mais en trahissant, sans doute, ce en quoi les gens avaient cru quand ils avaient voté peut-être pour leur socialiste local, pour le NFP, quoi. Mais en fait, je me demande aussi si les personnes qui sont déçues par le PS ne sont pas des gens qui, de toutes les manières, ne votent pas PS. Je parle de leurs électeurs, je parle de ceux qui ont voté pour. Des électeurs socialistes, d'accord. Ouais. Ceux qui ont voté pour... Non, pour le NFP qui avait chez eux, et c'était un socialiste. Ah, ouais, parce que j'allais dire, est-ce que tu parles des 1% ? Est-ce que tu parles des... Non, je parle des dernières législatives, quoi. Ah, ok. En tout cas, ça promet parce que clairement, ce débat budgétaire aura laissé des traces dans la gauche. Les relations entre les insoumis et les socialistes, on l'a vu dans l'hémicycle, les prises de bec, les grandes gueulantes de Jérôme Gage, et de Sébastien Clouet, etc. D'Adrien Clouet, pardon. Ça laissera des traces. Après, moi, j'ai le souvenir sur ce plateau d'avoir dit « Attention, ça va laisser des traces », et finalement, ils se sont alliés 2 mois plus tard. Non, voilà, c'est-à-dire que je veux pas dire pour demain, pour après-demain, ce qui se passera. Je pense qu'une union de la gauche est toujours possible à des élections législatives, compte tenu du contexte, compte tenu de la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite.
Je pense que c'est toujours possible. Mais en tout cas, la ligne politique, elle est confuse. Alors, elle est confuse, elle est difficilement lisible, tant on a de gauche. Je n'utiliserai jamais le mot irréconciliable, mais on a deux gauches qui ont des stratégies radicalement différentes. Quoi. Et je pense que c'est évidemment l'arrivée des municipales et des présidentielles qui énerve tout le monde, quoi. Ouais. Ça fout tout le monde dans une situation où on veut prouver des trucs, machin. Mais je pense que là, en effet, il fallait faire tomber ce gouvernement et qu'on repasse à une campagne politique avec des élections, parce que c'est inextricable ce bordel, cette assemblée, et en plus ce gouvernement pas légitime. Enfin, c'est une situation qui est nulle à chier. Ils nous la reconduisent enfin voilà, faut faire tomber ce gouvernement à un moment, ou Macron directement. Moi j'étais pour aussi Macron, destitution, tout ça. Là, faut tout tomber. Jean, quand tu parles de ces deux gauches qui vont peut-être se réunir dans une alliance dans le cadre de législatives, ça peut arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Je rappelle que Le Cornu, quand il refuse d'être Premier ministre, mais finalement après il accepte parce qu'il y a eu des consultations sur les consultations, encore une fois, il dit la mission de mon gouvernement est de donner un budget à la France au 31 décembre. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Si cet engagement n'est pas tenu... Ah, il ressaute que la motion de censure soit adoptée ou pas. Déjà, est-ce qu'il démissionne si la motion de censure n'est pas adoptée? Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'il fait preuve de responsabilité jusqu'à un moment, sa responsabilité jusqu'au bout, les gars? C'est obligatoire. Ou alors, est-ce qu'il tombe avec une motion de censure? Mais pour moi, on n'en a peut-être pas fini avec toutes ces histoires. Mais ça veut dire, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure la possibilité qu'on ait une censure avant Noël et des élections législatives fin janvier. Exactement. Oui. Oh putain. Abonnez-vous, hein, parce que... Avec, je pense, un décalage des municipales, parce que les préfectures ne pourront jamais tenir le calendrier de deux scrutins. Mais clairement, Par contre, si ça se fait pas maintenant, ça se fait jamais avant 2027, quoi, la dissolution. Je suis assez d'accord, ouais. Et on va se retrouver avec un genre de Le Cornu, si c'est pas un Le Cornu, ce sera un autre truc qui ressemble, avec toujours des macronistes et des LR et des je sais pas quoi. Ouais, bon, oh là là... fatigué. Non, ça va être compliqué. Ce qui était bien, c'est quand il démissionnait tout le temps, Le Cornu. Ça, c'était pas mal. Ça, j'ai bien aimé, ça. Ça faisait des news, des notifications push. Ça, j'aimais bien. Putain, il est marrant, Jules. Ah, non, mais les notifs push, c'était trop marrant. C'était trop bien. Où il y avait annonce du gouvernement le soir, j'étais là, oh là là, il se tire déjà dans les pattes le soir même. Et le lendemain, pouf, le truc, il est déjà plus là. C'était intense, c'était bien. Il se passait des choses. On se disait, il peut se passer quelque chose. Il pourrait se passer pareil à gauche. Il pourrait se passer pareil à gauche. De quoi? Si le NFP était arrivé. Et nous, on n'a pas le droit d'aller au gouvernement, t'as pas compris? C'est interdit. La gauche, c'est interdit. On est punis. Mais j'ai aucun doute que la gauche arrivera largement en tête de futures élections législatives. Bah, évidemment. C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Waouh. La gauche unie, peut-être, ouais, le NNFP. Écoutez, j'en sais rien. Je suis totalement dubitatif. On continuera à suivre évidemment ces aventures, continuer à soutenir Baxit parce que on n'a pas fini d'en parler de Le Cornu. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble dans cette actualité, il y a 10 ans, jour pour jour, plusieurs commandos de terroristes islamistes frappaient en plein cœur de Paris et à Saint-Denis, le Stade de France, les terrasses de plusieurs cafés, les restaurants du 10e et du 11e arrondissement, tout près d'ici d'ailleurs du studio au Bataclan. Bilan 132 morts, 350 blessés, les attentats les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'était hommage aux victimes à Saint-Denis et à Paris avec le président de la République. Journée aussi de mobilisation dans les rédactions, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de documentaires qui ont été proposés aussi ces derniers temps. Usul, quelles sont les traces que ces attentats ont laissées dans la société française? On va direct dans le dur. Wow. Je sais pas ce que t'en penses ou si tu voulais dire autre chose avant. Mais... Non, moi aussi j'ai écouté plein de choses, j'ai lu plein de choses. La production éditoriale était quand même conséquente. Ouais. Il y avait plein de choses assez intéressantes, notamment un long article du Monde hier sur les causes. Parce que moi je me suis dit, c'est vrai que c'est important de commémorer, etc. Moi je suis pas parisien, je connaissais personne à ce moment-là mais je sais qu'à Paris, tout le monde connaît quelqu'un que ça a marqué la ville. Hier j'en parlais avec une copine qui est parisienne. Elle m'a raconté sa soirée du 13. Et je sais à quel point c'était un moment particulièrement saisissant pour les Parisiens. Et donc, le temps de commémoration, c'est bien. Maintenant, il faut politiser aussi la question. Comment on la politise en regardant en effet quelles ont été les conséquences depuis. Et
Finalement, un attentat, c'est un stress test pour une société. Et c'est fait pour. C'est exactement fait pour. C'était pensé comme ça. Tu regardes comment après la société a réagi, après l'avoir soumis. C'est le principe du terrorisme. Tu infliges un gros choc et comment la société réagit. Est-ce qu'on a bien réagi ou pas réagi ? Il y a plusieurs choses. Le procès des attentats du 13 novembre, par exemple, c'est assez intéressant. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir sur le procès. Merde, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Il était chez Erner, mais il y avait une chercheuse qui était chez Erner ce matin. Et il y a un entretien avec Mathieu Suc dans Mediapart que je vous conseille de lire, qui racontait le procès aussi et faire le bilan aussi du procès. À l'époque, on s'honorait aussi de dire, à l'époque du procès, on s'honorait de dire, voyez, c'est ça aussi une démocratie. Nous, on les a pas pendus en place publique. On fait un procès parce qu'une société démocratique, c'est ça. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et les chercheurs qui ont bossé sur le procès disent, est-ce qu'on a vraiment essayé de comprendre ce qui s'est passé ou est-ce que le procès avait pas aussi une autre fonction ? Et ces chercheurs insistent sur le fait que on a quand même beaucoup mis sur le dos de la radicalisation islamique tout le problème, sans parfois voir les choses plus politiques qu'il y avait là-dedans. C'est la thèse, il y a deux thèses, il y a la radicalisation de l'islam, ou est-ce qu'il y a eu une islamisation de la radicalité ? C'est Olivier Roy qui parle de ça. Est-ce qu'il y a eu, dans les mouvements de résistance un petit peu partout, à l'ordre américano-européen, impérialiste, je sais pas quoi, des poches de résistance qui donc ont utilisé l'islam pour résister à l'impérialisme occidental. Donc ça, c'est la thèse plutôt de la radicalisation de l'islamisation de la radicalité. Voilà, de l'islamisation des radicalités, là où en France la thèse dominante qui était porté par Gilles Kepel essentiellement, dont le nom a été beaucoup cité au procès, c'est plutôt de dire non, l'islam est en train de se radicaliser, c'est l'islam, il y a un truc avec l'islam. Et ça a été plutôt cette thèse-là qui a été beaucoup plus relayée, au point de parler d'un djihadisme d'atmosphère, qui était une explication de Gilles Kepel lui-même, et qui a été elle aussi citée au procès. Et les chercheurs qui ont travaillé du coup sur ce procès disent parfois ça aide pas forcément à comprendre. Et donc l'article du Monde d'hier, qui était vachement bien sur les causes du 13 novembre, était vraiment passionnant parce que pourquoi la France à ce moment-là, pourquoi la France est visée ? C'est évidemment une logistique de malade, un an de préparation, et vraiment pour notre gueule à nous, c'était vraiment nous. Donc il y a plein de raisons qui s'additionnent, qui sont expliqués sur le temps long, avec l'émergence aussi du califat. Ça faisait un bout de temps que les islamistes visaient la France dans le discours, en tout cas. Ça faisait partie des pays prioritaires avec le Royaume-Uni, avec le Danemark, à cause des caricatures en l'occurrence. Alors oui, mais avant ça, justement, il y avait déjà, il y a eu le 11 septembre quand même, Oussama Ben Laden et tout, il y a eu d'autres attentats, d'autres tentatives d'attentats encore avant. Enfin, cette nébuleuse djihadiste n'avait pas spécialement la France dans son collimateur, notamment après la seconde guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan. Ni la France, ni l'Allemagne, parce que Dominique de Villepin, le fameux non, et c'était un peu non, pas la France alors, parce que notre priorité, c'est ceux qui ont participé à la coalition en Afghanistan, en Irak, machin. Donc pendant un temps, on était un peu épargnés, et le bruit a commencé à monter, d'après ce que disent les gens qui travaillaient sur ces questions. Le nom de la France a commencé à revenir un petit peu plus à partir de la loi de 2004 sur le voile à l'université, à partir du moment où les législateurs en France et le discours politique en France a commencé à s'orienter vraiment où ça a été pris comme en fait ils sont en lutte contre l'islam des Français, mais contre l'islam tout court, donc contre notre monde, donc ce sont nos adversaires. Et après, évidemment, la France a participé à la coalition contre Daesh, et là, c'était finito. Donc voilà, les causes, comment, et puis après, comment les parcours de radicalisation aussi, c'est très intéressant à suivre. Bref, il y a beaucoup de lectures en ce moment, il y a plein de... Il y a pas mal de trucs, je me permets de vous recommander un documentaire en 3 parties d'Arte qui est sur leur chaîne YouTube et qui s'appelle Djihad en Europe. Et qui raconte cette l'histoire de l'arrivée de l'islamisme radical et violent en Europe, les différentes strates, les différentes personnes qui ont insufflé ça. On parle du Mirail à Toulouse, on parle de Paris, on parle de Londres beaucoup, le Londonistan. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à vous documenter, la période est assez propice. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez sur cet anniversaire terrible du 13 novembre, Malek ? J'avoue que moi, 10 ans après, j'ai encore du mal à avoir du recul sur le 13 novembre. J'avoue que je parle avec énormément d'affect et que tout à l'heure, je suis passé à République. C'était... alors, j'ai l'habitude d'aller à République pour des grosses manifs où il y a du bruit. C'était poignant de voir un République avec un silence assourdissant. C'était
C'était fou. Et avec beaucoup de personnes qui avaient besoin d'échanger. J'ai croisé des viewers de Backseat d'ailleurs, que je salue. Juste pour ce que tu disais tout à l'heure, Usul, quand une société est frappée, on voit comment elle réagit. Il y avait eu ce besoin après le 13 novembre de se retrouver à République, de parler, de se redire qu'on est ensemble en fait. Et je pense que 10 ans après, avec toutes les commémorations, la cérémonie de ce soir, il y a encore ce besoin de se redire qu'on est ensemble. On a tous notre 13 novembre. Moi, j'étais au Stade de France pour le coup, tribune L. Tout à l'heure, je parlais des héros sans cap. Il y a un autre héros, un beau papier dans l'équipe ce matin sur Salim Toulabali, qui était stadié ce soir-là. Sans cet homme, le terroriste qui s'est explosé et qui a tué Emmanuel Diaz devant le stade serait rentré dans le stade. D'accord. Tribune L, et un autre drame encore aurait pu avoir lieu. Voilà, pas trop de recul, donc je vais pas m'aventurer à faire. Non, t'as raison. C'est dur d'avoir du recul sur le besoin de se retrouver. Moi, au moment des attentats, je travaillais à la mairie de Paris. Je travaillais pour l'adjointe à la sécurité en plus, mais je m'occupais de la politique de la ville. Et je me souviens qu'on avait constaté que les structures d'accueil étaient restés ouverts très très tard dans la nuit, parce que les gens avaient besoin de parler. Il y avait vraiment ce besoin de se retrouver dont tu parles. Il s'était vu très directement dans les équipements municipaux. Et du coup, on avait mis en place tout un tas de trucs pour essayer de les accompagner. Il y avait aussi des enjeux de sécurité qui étaient très difficiles avec la préfecture de police, évidemment, vous vous en doutez dans le contexte. Mais c'est vrai que c'est le premier truc que provoquent ces attentats-là, c'est un espèce de besoin de se retrouver, un espèce de besoin de réaffirmer des valeurs communes, des choses comme ça. Et tu sais, il y a un journaliste qui m'a interrogé à République. Je lui ai parlé, moi, de Génération 2015, parce que vraiment, je suis rentré au Stade de France pour aller voir un match de foot. J'ai vu des flics, mais comme j'en vois souvent sur des matchs de foot, je suis ressorti avec des flics avec des armes de guerre. Et le lendemain, je me rappelle, j'avais un train pour Lille, pour un congrès des jeunes socialistes à l'époque. On fait tous des erreurs. Je me souviens de cette gare du Nord avec plein de militaires armés. On n'avait pas vu ça avant dans nos gares. Il y a eu cet avant-après. Après, il y a eu Sentinelle. Il y a plein de trucs qui sont rentrés dans le droit commun. Et je t'avoue que ce truc de le flash, de tu rentres dans un stade, tu vis dans un monde, t'en ressors, il y a un autre monde qui existe. C'est costaud, tu vois. Lorraine ? En fait, moi, ce qui me frappe par rapport au 13 novembre, c'est que on a énormément de productions, que ce soit à la télé, à la radio, etc. On nous parle en fait de l'aspect sécuritaire, on met en avant notamment les policiers, les militaires, etc. Et quelque part, tant mieux, parce que en fait, ils ont protégé quelque part, en tout cas comme ils ont pu, les pompiers ont pu sauver des vies, etc. Mais moi, ce qui me chagrine un peu dans tout ça, c'est qu'on parle notamment des causes, des parcours de radicalisation, du fait que souvent c'est des très jeunes, de plus en plus jeunes, même y compris dans les attentats qui ont été déjoués après. Mais surtout, un truc qui se retrouve dans ces profils-là, c'est que souvent ils sont très mal insérés socialement, que ce soit en termes de travail, en termes, de social, même autour d'eux, en termes d'amis, etc. Et moi, je me dis, il faut financer tout ce qui est le renseignement, etc. pour les questions de sécurité, mais aussi il faut apporter une réponse sociale, une réponse citoyenne à ces jeunes qui, en fait, quelque part, se sentent aussi peut-être en décalage avec la société et mis à part, et ont une réponse violente par rapport à ça. Et je dis ça d'autant plus que moi, maintenant, je commence à travailler sur la prévention de la délinquance, notamment avec Médiation Nomade, donc aller dans les quartiers populaires, parler aux jeunes, et généralement, en plus, on voit souvent des jeunes garçons. Et en fait, c'est des choses qui reviennent beaucoup. C'est le fait de se sentir exclu, ça provoque aussi de la colère, et en fait, parfois, malheureusement, ils font le choix pour exprimer cette colère, d'aller vers des choses très, 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 très violentes. Et là, on parle des attentats, mais c'est aussi pareil pour le masculinisme, etc., qui sont aussi des risques sécuritaires sérieux aujourd'hui en France. Donc voilà, moi, c'est cet aspect-là qui me manque dans le traitement médiatique des attentats. L'islamisme fait son lit dans une situation sociale déjà très dégradée, face à des jeunes qui n'ont pas de perspective. Et il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Je voudrais quand même... Dans ce qu'ont produit les attentats du 13 novembre, et avant cela, ceux de Charlie Hebdo, vraiment, c'était la même année, pour moi, il y a aussi une islamophobie d'atmosphère qui en est ressortie.
Enfin, je veux dire, la progression du Rassemblement national, elle est aussi boostée par ça. Cette petite ambiance un petit peu de suspicion permanente envers les femmes voilées, envers les musulmans, etc. Malheureusement, c'est aussi ça que notre société a fabriqué derrière comme manière de répondre aux attentats. Et il faudrait pas l'oublier, en fait. Enfin... Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a beaucoup parlé après de nos valeurs. Ce sont nos démocraties qu'ils attaquent. Ça a beaucoup été le discours, et c'est pas faux. Ce sont nos démocraties dans le discours djihadiste, dont ils dénoncent l'hypocrisie. Ils disent l'Occident est en guerre en fait contre nous, donc nous sommes en guerre. En fait, ils sont comme l'extrême droite d'accord sur le choc des civilisations. Oui, bien sûr. Et on a répondu à ça en confirmant plutôt la thèse du choc des civilisations, c'est-à-dire en s'armant davantage, en déclarant, enfin autant que faire se peut partout dans l'espace public, tu vois, on peut même plus, une gamine voilée ne peut pas aller à l'Assemblée sans que ça crée. Il y a des gens qui entretiennent des discours de guerre, qui valident, en fait, ils sont sur la ligne des djihadistes. Et j'entendais, c'était hier soir sur France Culture, il y avait un mec qui a bossé sur un jeune radicalisé, lui, à l'extrême droite. En général, c'est des profils qui ont beaucoup à voir aussi, hein, des gens qui vont jusqu'au terrorisme, à l'extrême droite aussi. L'islamisme est en extrême droite. Et voilà, et il disait qu'à un moment, ce jeune-là qu'il avait étudié s'était retrouvé à l'isolement, et il s'était retrouvé à l'isolement avec un mec qui avait une radicalisation djihadiste, lui. On dirait un film français. Et comme dans un film français, ils se sont bien entendus. Ils se sont bien entendus parce que ils respectent le fait qu'ils sont prêts à mourir pour leur guerre de civilisation. Ils ont des valeurs viriles, ils croient à un absolu pour lequel ils sont prêts à se sacrifier, et ils croient au fait que cette guerre entre l'Occident et l'islam a un sens. Et voilà, donc quand mine de rien, faut peut-être aussi se préparer au prochain choc si en effet l'extrême droite arrive au pouvoir. Peut-être grâce à ces chocs précédents, elle nous promet de nouveaux chocs qui vont être encore pires. Parce que ça va alimenter encore ce truc-là, quoi. J'en avais parlé lors d'une carte blanche à la suite de l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée il y a quelques mois. Moi, avant, je m'étais jamais revendiqué comme croyant, parce que je considérais que ça relevait de l'intime, du personnel. Et en fait, aujourd'hui, je me sens obligé de le faire, mais je veux pas non plus qu'on me dise « Ah ouais, t'es en train de chouiner ». Tout à l'heure, quand j'ai mentionné que Sonia était de confession musulmane, c'est parce qu'elle en parle, et surtout elle en a parlé face au terroriste droit dans les yeux, en lui disant que ce qu'elle faisait, qu'il était bien loin de l'islam. D'ailleurs, elle doit rappeler ce qui est dit en islam, c'est que quand tu tues quelqu'un, tu tues toute l'humanité, pardon. Et en réalité, j'aimerais qu'on retienne, quand on parle d'islam, plus ces personnes-là que ceux qui dévouent l'islam pour idéologie mortifère. Les plus grands fachos, c'est ces mecs-là. Ceux qui ont fait le plus de mal aussi, finalement, aux Françaises et aux Français de confession musulmane, c'est ces personnes-là. L'extrême droite s'est mise dans la roue de ces terroristes aussi, je le dis sans trembler. Et je continue de penser qu'à la fin, nous gagnerons tous collectivement. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé à l'époque, je m'en souviens très bien, ça m'avait quand même marqué, dans une volonté d'union nationale, dans une volonté de rassemblement. Rappelez-vous, François Hollande, président de la République, avait réuni l'ensemble des parlementaires au Congrès pour un grand discours, etc. Et dans ce discours, il avait proposé la déchéance de nationalité. Et c'est très intéressant, en fait, ça dit quelque chose. Alors, pour les binationaux. Pour les binationaux. Oui. François Hollande l'a regretté. C'est une des rares choses qu'il a regretté de son quinquennat. Il l'a dit publiquement que si c'était à refaire, il ne le referait pas, que c'était une connerie, qu'il ne fallait pas le faire, machin. Mais sur le moment, moi, je me souviens qu'il était en mode, il faut faire un move vers la droite, il faut prendre avec la droite des propositions qu'il porte, et donc je vais proposer que tous ensemble, nous mettions dans la Constitution une déchéance de nationalité, un truc comme ça. C'est terrible comme quoi, post-attentat, dans ce moment de volonté de faire de la cohésion nationale, on peut atterrir sur des trucs d'extrême droite, quoi. C'est vraiment dommage pour le coup. En fait, moi, je pense que c'est aussi dû au fait que les attentats ont posé la question de l'identité en France, en fait, dans le sens où certains se revendiquent d'une confession pour pour tuer des gens clairement, etc. Et il y a eu une question de c'est quoi être français, on a envie de faire société, on a envie de montrer de l'union, mais en fait pour moi c'est que il y a eu une volonté de réagir, mais il n'y a pas eu un débat serein, et de toute façon il ne pouvait pas avoir lieu dans ces conditions. Il n'y a pas eu de débat serein de finalement
qu'est-ce qu'on veut raconter de la France, et y compris de son passé, de son présent et de vers où on veut aller. Donc il y a eu une réaction, mais il n'y a pas eu de réflexion profonde de qui on est et vers où on va et d'où ça vient en fait toute cette violence, cette radicalisation de part et d'autre. Oui, voilà, c'est tout ce qu'on a à répondre. Je crois que c'est Blanche Gardin qui disait ça, qui disait face à des mecs qui sont prêts à se buter, si tout ce que tu as à répondre, c'est Paris est une fête, c'est pas terrible. Ouais, non, mais ici, c'est la fête. Nous, c'est plus la fête, nos valeurs. C'est vrai que c'est pas zinzin, quoi. Est-ce qu'on n'a pas mieux aussi à proposer plus, en fait? Et il est temps de redire quelque chose aussi avec ce pays. Mais là, on n'en prend pas le chemin du tout. On n'en prend pas le chemin du tout. Quand on fout après les dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun et que c'est ça notre réaction, c'est pas, on prend pas du tout le chemin de la fête, ni même du vivre ensemble, ni même de quoi que ce soit. Pareil quand on glorifie Napoléon et compagnie ensuite, quoi. Voilà. C'est pas très... Mais 10 ans après, mais là, parce que là, aujourd'hui, je veux qu'on parle que l'on commémore que les victimes et c'est le sujet, mais je pense que dans quelques semaines, 10 ans après, ça va être cool, pas cool n'est pas le terme, mais de reparler de cette séquence de déchéance, tu vois. Moi, je me rappelle, j'étais collaborateur à l'Assemblée. Ah ouais, t'étais à collab, toi? Ouais. Et pour un député PS, qui plus est, qui, merci à lui, ne s'est pas engouffré dans cette brèche dégueulasse, mais à un moment s'est posé la question pour moi, waouh, est-ce que j'ai envie de continuer de m'engager politiquement? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce taf-là? Parce que la réponse, elle est hardcore, tu vois. C'est de dire, en l'occurrence, je suis binational, tu vois, donc en plus de ça, on m'a vraiment dit, ah bah toi, t'es pas pareil que les autres Français, tu vois. Donc, ce serait bien qu'on Est-ce qu'on invite François Hollande dans Backseat ? Non. On l'a déjà fait. Non, mais je reviens sur cette islamophobie d'atmosphère je fais exprès de manière provocante de reprendre Gilles Kepel. De reprendre Gilles Kepel, parce que j'ai l'impression que ça a participé à la normalisation du Rassemblement national. Après tout, regardez ce que nous ont fait les terroristes islamistes. Après tout, ce que dit Marine Le Pen n'est-il pas tout à fait audible, respectable ? Ce sont des opinions tout à fait admissibles. Et c'est ça que cherchent à faire les islamistes. C'est ça que cherchent à faire les terroristes. C'est à faire monter l'extrême droite, c'est à faire monter la haine, c'est à faire monter la violence, la virulence, c'est à provoquer ce fameux choc des civilisations dont je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont complètement alignés. Ça leur va très bien. Oui, nous sommes en guerre, vous contre nous contre vous. Vous avez le droit de nous détester, c'est normal. Nous, on vous déteste tout autant et on va se mettre sur la tronche. Je rappelle qu'un mois après les attentats du 13 novembre, il y avait des élections régionales en France. Ah oui, c'est et vrai. le Front National, Front National, à l'époque, au premier tour, avait fait un score historique. Ouais. Tu vois, et ça, c'est pour moi, je dis qu'on est en train d'analyser là, un run de 10 piges. Il y a eu 2001, il y a eu avant-après 2001, et il y a un avant-après 2015, sur comment l'extrême droite a surfé sur tout ça, tu vois. Grave. Moi, j'ai le souvenir de Lionel Jospin qui justifiait son échec en 2002 et la victoire, l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen par le 11 septembre. En disant, voilà, il y a une ambiance depuis le 11 septembre qui est terrifiante, la question des musulmans, ça fait peur à tout le monde, donc il y a plein de gens qui ont voté extrême droite parce que voilà. C'était un peu court comme explication vis-à-vis des échecs de la gauche, etc. Il aurait fallu en discuter. Mais autre échec de la gauche, c'est d'avoir, après 2015, c'est à gauche que va naître le printemps républicain. Ouais, au PS. Et à ce moment-là, qui va essayer donc le printemps républicain, qui est un petit groupe d'intellectuels qui vient plutôt du PS à la base, c'est plutôt cette nébuleuse-là, qui vont développer se consacrer uniquement à l'islamophobie, en faire leur hobby principal et peser partout. Alors ils vont dire la lutte pour la laïcité, etc. Mais c'était vraiment un petit groupe qui a pesé de tout son poids et ça a donné des résultats considérables. C'est-à-dire que Manuel Valls, plein de gens comme ça ont complètement écouté ces gens-là qui disaient la République c'est contre les musulmans, il faut absolument voilà. Donc oui, avec la résurgence d'un discours anticlérical appliqué aux musulmans. Oui, voilà, il n'y a pas que la déchéance de nationalité que ça a provoqué à gauche, ça a aussi provoqué ça a fait naître un espèce de nouveau courant à gauche qui s'est radicalement défini par rapport à son rapport offensif à la laïcité, on va dire ça comme ça. Et c'est eux qu'on retrouve aujourd'hui dans la dénonciation de l'islamo-gauchisme. Évidemment, c'est toujours les mêmes. Ouais. Évidemment. Et c'est eux aussi qu'on retrouve un peu dans les médias Bolloré. Mais ça et qu'on retrouve pas mal chez Macron. Et aussi, c'est la tendance Blanquer aussi. Voilà. Donc ça a donné aussi des gens comme ça, quoi. Pareil pour Marlène Schiappa aussi, qui était un peu dans cette mouvance-là.
Et c'est eux qu'on retrouve à France Inter, c'est bien dit dans le chat. Exactement. Allez, on enchaîne, parlons des élections municipales. Les municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. On en est où, 6 mois avant les municipales, de l'union et de la désunion de la gauche ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On en est où, là ? On en est où, là ? C'est chaud, franchement. C'est chaud. Alors toi, tu le constates sur le terrain, parce que je rappelle que tu es élu municipal à Fos, en Val d'Oise. Et en fait, ça fait un moment que je milite, et je suis pas mal proche de plein de jeunes en fait qui s'engagent, et notamment dans les élections municipales. Mais c'est la merde. En fait, déjà, d'une part, la première chose qui me frappe, c'est que en fait, ça a du mal à prendre, la campagne. Ouais. C'est que que ce soit, moi, je suis plutôt à gauche forcément parce que, bien que je suis apartisane, je suis plutôt déjà, je suis dans un conseil municipal d'union des partis de gauche et de listes citoyennes. En fait, je vois que les réunions publiques, etc., qu'il y a à gauche, notamment chez LFI, c'est des députés qui viennent, et là, il y a des gens, quand il n'y en a pas dans les marchés, ça ne se bouscule pas pour parler municipal. Je vous avoue que les gens, ils sont déjà, on ne sait même pas s'il va y avoir un budget, ils sont là, pour les municipales, on verra après. Sauf qu'en fait, les municipales, c'est demain. Donc déjà, ça a du mal à prendre, et ça a du mal aussi à prendre par rapport au fait de autant dans les grandes villes, ça se bouscule plus parce que déjà il y a plus de gens, etc. Mais dans des villes un peu plus petites, et notamment où quand il y a moins d'habitants aussi, il y a moins de femmes qui s'engagent, et ça pose des questions aussi de parité. C'est que en fait, du coup, vu qu'on est tellement retourné à un espèce de centralisme où tout se décide à Paris, tout se décide au niveau national, que en fait, déjà les élus, y compris moi-même, on se sent totalement impuissant, et on a un mandat où on se dit en fait c'est bien beau, mais du coup je décide sur ce qui reste comme budget, et on essaye de mettre des sparadraps sur une plaie béante. Donc déjà ça, c'est des mandats qui sont très compliqué, parce que nous, on n'a pas de collaborateurs parlementaires. On donne énormément de notre personne. Moi encore, j'ai dû déménager et tout pour des raisons personnelles, mais on est à portée d'engueulades. Tu les croises au magasin, dire oui, non, mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez voté là, c'est chaud. Donc, c'est un mandat qui est particulièrement compliqué, que je respecte énormément, et qui pour moi devrait être revalorisé. Donc il devrait avoir tout un débat sur le pouvoir qu'on donne aux élus locaux, y compris le pouvoir fiscal, parce que du coup avec le gros sujet. la Macronie, on a de moins en moins de leviers fiscaux pour lever l'impôt et du coup pouvoir faire de vraies politiques. Mais clairement, c'est un mandat qui attire moins. Et pourtant, les Françaises et les Français, généralement, apprécient leur maire. Mais c'est bon, t'es sympa, on te croise au pub du coin. Mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? Les gens, ils regardent plus Macron que leur maire. Je vous avoue que... Et même nous-mêmes, en tant qu'élus, on dit Macron, c'est chaud. Donc, Malek, toi, tu accompagnes pour les élections municipales sur des enjeux de mobilisation plusieurs candidats, c'est ça ? Oui. Comment ça se passe alors ? C'est pour ça que c'est super intéressant, parce qu'en fonction des villes, c'est pas du tout le même contexte. J'accompagne des villes en banlieue parisienne, mais j'accompagne aussi un candidat par exemple à Amiens, Aulnay-sous-Bois, j'en connais en Ile-de-France, des copains aussi dans les Bouches-du-Rhône. Ça dépend. Il y a des copains qui n'arrivent pas à imposer l'agenda des municipales dans les discussions, et j'ai d'autres villes où en réalité c'est des habitants qui viennent me parler municipal quand je suis sur le terrain, tu vois. Donc les élections municipales, je le répète à chaque fois, mais c'est les élections du quotidien, et c'est le mandat de l'action directe. Donc je pense encore que c'est quand même un scrutin qui concerne les Français, même s'ils se sentent ils sont encore plus dégoûtés de la politique que jamais. Mais on arrive à mobiliser. Je suis content parce que ces élections municipales, là, je vois plein de personnes qui se lancent dans le truc du militantisme. Why not ? Tiens, moi aussi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Blague, pas blague, j'ai un effet Mamdani sur... ah ouais, c'est intéressant ça. Avec des gens qui veulent être sur liste. Pour l'instant, ils ne veulent pas être tête de liste. Il y avait eu ça avec Obama à l'époque, déjà en 2010. C'est fou. C'est ouf. Moi, j'ai envie de te dire, je trouve ça cool. Voilà. Après, on a
l'union des droites est en train de s'opérer en fait sur les municipales. C'est aussi ça qu'il faut observer. Laquelle l'union des droites? Par exemple, à Bourg-en-Bresse, le maire soutien de Zemmour en 2022, là, il va faire une liste avec tous les gars des LR. Ouais. J'ai le même sujet avec un Raslar Hassanois, ses propos n'engagent que moi, qui va avoir plein d'élus, plein de candidats de colistiers LR derrière lui. Je pense que ça aussi, c'est à observer. On en avait parlé avec Xavier Bertrand, il n'était pas chaud, lui, sur ces unions de la droite-là. Xavier Bertrand, fait partie des gens isolés au LR. Oui, vous avez eu Xavier Bertrand? Mais oui, mec, incroyable. Regardé. Je savais. Mais demande à Retailleau ce qu'il en pense, tiens. Non, on va avoir Retailleau. Je serais très curieux, effectivement, de la réponse de Bruno Retailleau sur ces questions d'union de la droite au niveau local. J'ai très peur de sa réponse. Et les partis aussi n'arrivent pas à... Par exemple, je donne un exemple. J'en avais discuté en off avec Arthur Delaporte il y a un mois. Le PS, il n'arrive pas à imprégner un grand discours au niveau national. Sur les municipales, il y a quand même une ville... où ça a été un peu un laboratoire du socialisme municipal, je mets des guillemets, c'est Marseille. Ouais, c'est vrai. Ok, on parle de la deuxième ville de France, il y a un bilan, bon, pas bon, on en rediscute, ça c'est pas le sujet. Purée, ils en profitent même pas, tu vois. Ouais. Donc en attendant, nous on part à la guerre sur le terrain, voilà, parce qu'il y a cette anomalie qui à chaque fois me bouscule, c'est que j'ai des villes de banlieue où LFI fait au premier tour des scores qui dépassent les 70%, mais pourtant t'as des gros maires de droite qui sont quand même à la tête de ces villes. Et ça, tu vois, pour moi, c'est des anomalies. Donc il y a un enjeu de participation là. Et voilà, bien sûr, parce qu'on est sur des participations qui des fois frôlent les 30%. Donc les gars sont minoritaires dans leur ville, mais sont élus. Et tu vois, par exemple, je prends l'exemple d'Argenteuil, chez moi, la ville où je suis né, la droite au pouvoir, c'est la fermeture du centre d'hébergement d'urgence, donc des sans domicile fixes qui sont à la rue. Tu vois, c'est plein de moves comme ça. C'est évidemment le fait de financer les assos qui œuvrent dans le social, je vous en parle même. Ça. Mais voilà. Mais les donc, assos, la culture. Ça a un véritable impact dans la vie du quotidien et c'est pour ça, engagez-vous les copains aussi, c'est important. Usul. Moi, je suis à Louviers. Va y avoir une liste d'union, je pense. C'est en discussion entre le protégé de Philippe Brun, là-bas, à Louviers, et donc qui est aux radicaux de gauche, lui. Au PRG, carrément. Et au PRG, ouais. Et les insoumis, qui ont dit, oui. Et puis, en plus, des citoyens aussi. Donc voilà, Louviers, gros enjeu, Louviers, quand même. Ah ouais, ville très politique. Union de la gauche des insoumis au PRG, je trouve ça beau. Et oui. Ville très politique, Louviers. Donc, non, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur les municipales, parce que en effet, je suis pas dedans, quoi. Mais non, mais t'es pas dedans, mais c'est dans ce sujet. Je conseille pas des gens. C'est ce qu'a dit Lorraine et que je trouve très intéressant, effectivement, sur cette élection municipale à bas bruit, en fait, sous les radars, on n'en parle pas beaucoup. Les médias ont d'autres sujets d'actualité largement plus brûlants et importants à traiter, et donc ça passe complètement à la trappe. Et puis par ailleurs, moi je l'ai toujours dit, c'est marrant quand on me demande alors Baxi, vous allez faire quoi pour les municipales, etc. À chaque fois je réponds, vous savez, des municipales c'est horriblement difficile à traiter. Clairement. Parce que c'est un million d'enjeux locaux, c'est des gens que personne connaît. C'est des gens très bien, c'est pas le sujet, mais en fait personne connaît leur tronche, ni leurs propositions, ni machin. Donc nous on va essayer d'avoir un traitement éditorial des enjeux nationaux des élections municipales. On va probablement recevoir quelques candidats et tout, parce que c'est quand même intéressant à traiter avec des invités, mais ça reste une élection très complexe. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Pourra-t-on avoir une lecture nationale des résultats des élections municipales ? Est-ce qu'on aura des leçons à tirer du résultat des municipales ? Parce que tu l'as dit, tu as commencé à le dire tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec toi, le Parti Socialiste, que l'on sait très bien implanter localement, va faire cocorico. Cocorico, regardez, on est toujours là, on est... Normal, c'est un scrutin où, historiquement, ils ont déjà des positions, ils sont déjà bien plutôt placés. Bons, voilà, les gens les aiment bien, les gens leur font confiance, etc., machin. La France Insoumise va essayer de mieux réussir son implantation locale que ce qu'elle avait fait en 2020 où elle s'était pas mal plantée. La France Insoumise va probablement réussir à faire basculer quelques villes. Oui, c'est un vrai test pour la France Insoumise parce que c'est la première fois qu'on va voir des municipales dans lesquelles la France Insoumise jette toutes ses forces. Et il va vraiment. D'habitude, ils le faisaient pas trop, quoi. Oui, ils étaient en mode light. Et parce qu'il peut y avoir aussi un petit effet sénatorial. Oui, derrière. Oui. Ouais, j'ai vu déjà des gens d'ailleurs dans le chat en parler de l'importance des élections sénatoriales. C'est pas si important que ça. C'est un reflet de l'implantation locale des partis politiques, mais c'est pas déterminant d'avoir un gros groupe au Sénat par rapport à avoir un gros groupe à l'Assemblée nationale. Pour faire un petit rappel, pour rebondir sur ta question, un petit rappel d'histoire contemporaine, en 2014, François Hollande tire des leçons des municipales en virant Jean-Marc Ayrault et en nommant Manuel Valls.
On va en parler avec Cécile Duflot. Je continue. En 2020, Emmanuel Macron tire des leçons des municipales en plein contexte Sous de Covid, en disant à Édouard Philippe de dégager pour accueillir Jean Castex. Jean Castex. Est-ce qu'il y avait une si grosse rupture entre Édouard Philippe et Jean Castex? Alors, je peux te dire que Édouard Philippe se voyait bien rester. Ah, ça, oui. Non, mais de toute façon, ils se détestaient avec Macron. Ah, bah ils oui. n'arrivaient plus à se parler Bah, avec le Covid. Donc, En même temps, qui peut se voir Macron, c'est un autre sujet. Mais moi, je pense qu'une des leçons qu'on pourra tirer des municipales, c'est aussi la question de l'incarnation. C'est que là, il y a eu, du coup, l'élection du maire de New York, où franchement, moi, j'ai tellement soufflé quand j'ai vu les posts Insta de personnalités de gauche et tout, en mode, en se revendiquant, comme si Zoran Mamdi était de leur camp. Moi, j'étais là en mode, mais il serait en France, vous le détesteriez en fait. Enfin, la plupart, en tout cas, écolo, PS. Il se ferait bien recevoir etc., sur France Inter, place lui. publique, etc. non, même par il les le partis. Il le détesterait. Et en fait, moi, je me dis, est-ce que peut-être si on arrive à avoir des victoires de candidats en fait, de candidats et candidates qui reflètent la société, qui ont un programme y compris municipal, de rupture, etc., et qui assument d'être woke en fait quelque part, est-ce que, en tout cas j'espère, les partis se diront il y a peut-être un truc à jouer pour les élections à venir sur la question de l'incarnation et de mettre la gauche de... Après ça, j'avoue, c'est mon incantation de j'espère que ça va se passer, mais bon, j'avoue, je suis un peu dans le déni. Mais de se dire, il y a besoin aussi d'avoir des ruptures des gens qu'on voit depuis... Franchement, j'ai 28 ans, il y a des gens, depuis que je suis née, je les vois. Et il y a des gens, on va pas citer leur nom, désolé Mélenchon, mais qui se présentent et se représentent, Roussel aussi, etc. Et on a toujours le même résultat à la fin. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de voir à gauche d'autres gens émerger et porter d'autres choses. Et en finir aussi avec la question de l'incarnation de l'homme providentiel qui va nous sauver de tout. Et de se dire, en fait, non, on met en avant la société civile, on met en avant nos militants, etc. On prend quelqu'un qui... fait à peu près consensus, etc., et qui va défendre des trucs, mais qui défend un truc qui donne envie aux gens et dans lequel les gens se reconnaissent. Et moi, je suis pas sûre aujourd'hui que, en tout cas, ma génération, je parle en tant que jeune, entre guillemets, se reconnaissent dans des personnalités qui ont 3 fois leur âge. Désolée. La dernière fois qu'on a eu une incarnation locale au niveau national, c'était Anne Hidalgo. Désolée, mais je me suis pas très sentie représentée par Hidalgo. Après, je sais pas vous. Après, je suis pas parisienne, mais... Ça dépend de l'incarnation. Moi, je veux bien. Si le Mamdani français, c'était Karim Bouamrane? Ah oui, c'est vrai, le maire de Saint-Ouen. Le programme de rupture, là, je pense que c'est pas trop ça. Mais après... Non, mais ils avaient essayé de nous le vendre comme le Obama français à un moment. C'était marrant. Obama sur scène. Faudrait qu'on le reçoive dans Backseat. Oh oui, avec plaisir. Il attend que ça. C'est vrai? On a déjà eu des contacts. Moi, je suis chaude. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est intéressant ce que tu dis. En même temps, je m'interroge sur, par exemple, tiens, regarde, 2020, dernières élections municipales, percée des écologistes qui récupèrent Lyon, Strasbourg, Bordeaux, d'autres. Ok, qui ça a fait émerger au niveau national? Éric Piolle? Personne. Il avait déjà Grenoble, lui. Il était à Grenoble, d'une part, et d'autre part, il était déjà candidat à la primaire. Donc... C'est vrai que Grégory Doucet, non, il fait sa ville. Ouais, tu vois, Grégory Doucet... J'ai dû aller Après, ça à eux de transformer l'essai aussi. Après, personne les invite aussi. Enfin, moi, je veux bien les inviter dans Backseat. Johanna Roland, l'entend de temps en temps? Mais vite fait. Enfin, il n'y a que les gens comme vous et moi, un peu passionnés par la politique, vous voyez. Oui, non, oui. Les écolos, c'est Marine Tondelier. C'est vrai. C'est le visage. Qui est candidate à la candidature, on le rappelle. Benoît Payan a réussi en quelque sorte. Payan, ouais, t'as raison, Payan. Ouais, c'est vrai, Payan. Mais Payan, il est arrivé par accident. Donc, par accident. Je suis méchant. Excuse-moi, Benoît. Mais élu en cours de mandat, et tu vois, bon, quand même. Bon. Par exemple, tout à l'heure, pour aller. J'ai dû googliser le nom du maire de Bordeaux, je m'en souvenais plus. Pierre Humric. Voilà, c'est ça. Écolo aussi, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'entend jamais nulle part. Comment? Urmic. Ouais, ça finit par Ic en tout cas. Humric ou... Bon, vous le savez. Après, on embrasse les Bordelais, évidemment. On n'est pas de Bordeaux. On posera rapidement peut-être la question à Cécile Duflot, mais... Urmic. Les élus écolos, la QV 2020,
Qu'est-ce qu'il en reste en 2026 Vrai sujet. Hein. Ça va être chaud pour les écologistes. Ah bah ça oui. va être chaud pour les écologistes de garder leur ville, de garder Lyon face à Olas. Lyon, déjà, ils peuvent oublier. Putain, t'es dur. Bah, réel. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a des projections qui parlent de Olas gagnant au premier tour. Au premier Non, mais cette ville. Moi, je veux pas croire au premier tour quand même, c'est hardcore. À Lyon, moi, dès que je retourne à Lyon, ils sont là, t'as vu Olas, putain, Olas. Et ça parle de Olas de fou, parce que le gars arrive avec déjà une notoriété, un passé. Moi, j'y connais rien en sport, mais apparemment, il avait un club ou un truc là de foot. L'Olympique Lyonnais, c'est ça. Et voilà, donc. Mais Lyon, qui était plutôt historiquement centriste, là, lui, c'est droite dure, hein, Olas. En mode business. Hein. Nous, à Paris, on a Rachida Dati, qui a de très très fortes chances de réussir à être élu. Union du petit parti de la gauche à Paris. Bah, avec LFI, non. Oui. Parce que ni LFI ni le PS ne le souhaitent. Donc, mais d'accord. Par contre, est-ce que. Grégoire, Béliard, Brossat. Ah, ça, oui. Mais oui, non, mais évidemment, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, ils vont pas nous faire. En ce moment, ça négocie, ça se met sur Ça la négocie, ça discute. Ça discute fort. Et puis, on verra ce qu'il est possible de faire avec le nouveau mode de scrutin pour un conseil de Paris. Mais non, ça va être dur pour la gauche dans les grandes villes. Ça va être dur pour la gauche pour les grandes villes. Il y a aussi la difficulté, tu peux nous en parler d'ailleurs, Lorraine, de la constitution des listes. Parce que c'est dur de constituer les listes, les candidats galèrent. Ah oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, oui. toi, tu arrêtes. Ouais, déjà, moi, j'arrête. Comme je vous dis, en fait, parce qu'il y a un réel problème pour moi, c'est le fait de... en fait, je suis à un âge où... tous les 2 ans, je change de travail, je change d'activité, etc. Et en fait, moi, j'ai commencé mon mandat, j'habitais encore chez mes parents, donc en fait, entre-temps, j'ai beaucoup bougé. J'ai essayé de rester plus ou moins proche. Au bout d'un moment, les loyers m'ont dit « Lorraine, va falloir peut-être aller un petit peu plus loin ». Donc du coup, là, déjà, il y a un réel enjeu de proximité. Donc déjà ça, il y a un enjeu de temps et d'argent, on va pas se mentir, parce que moi, c'est une ville de à peu près 10 000 et quelques habitants. On va être très transparent. Conseillère déléguée, c'est 350 € à peu près. Ah ouais. Tu sais que je connais bien ton premier adjoint. C'est ça, Blaise Etodé. Ouais. Qu'on salue. Désolée, j'ai beaucoup critiqué les PS aujourd'hui, mais c'est pas contre toi, Blaise, on t'aime. Salut Blaise. Mais oui, déjà on a une question de temps, d'argent, etc. Et comme je disais, en fait, c'est un mandat qui est pas sexy. Moi, je viens du monde associatif. Tu fais des actions, tu vois les retombées, tu fais ton bilan, etc. Là, tu fais des trucs, tu te dis. Ça a servi à des gens, ok, mais c'est quoi mes marges de manœuvre en réalité ? Et moi, ça c'est un réel problème, en tout cas que je souligne. Après, moi, on me l'a demandé. Est-ce que t'exclus qu'un jour tu redeviendras conseillère municipale, etc. Ça prend combien de temps dans la semaine, ça ? Franchement, c'est très variable. Je dirais, si t'as une délégation, je sais pas, peut-être 10 heures par semaine. 15 heures. Mais si t'as pas de délégation, c'est une réunion par mois. C'est tu vas juste au conseil municipal, non ? Non, tu viens au groupe majoritaire, donc où tu discutes. En fait, où tu prépares le conseil municipal. T'as des commissions qui sont clairement le groupe majoritaire, c'est à peu près 2 heures si tout se passe bien. On va dire 3 heures toutes les 2 semaines à peu près, sauf actualité chaude. T'as les commissions. Donc, nous, on a la commission éducation population et commission urba travaux qui sont 2 heures chacune à peu près par semaine. Donc, ça fait déjà 6 heures à peu près. Après, t'as les manifestations, en fait, tout simplement. Non, c'est toutes les 2 semaines à peu près. 350 balles. Pour 350 balles. Ouais. J'espère qu'on vous a donné envie de vous engager dans vos communes, évidemment. Et je voulais juste revenir aussi sur ça, sur la question de la difficulté à créer des listes. En fait, moi, je vais donner mon exemple. Aussi engagée que je suis, on m'a forcé la main pour être sur ma liste. C'est-à-dire que, en fait, moi, de base, je suis en service civique à la mairie. On me dit, ouais, en fait, on croit que t'es de gauche. Est-ce que tu veux bien venir avec nous faire la campagne ? Moi, j'étais là en mode, je viens, je vais faire des visuels, ça va être cool. Ils ont recruté des services civiques dans la campagne. J'étais plus en service civique. C'est full illégal, j'adore. J'étais plus en service civique à ce moment-là. J'étais habitante de la ville, etc. D'accord. Donc, on me dit, ouais, viens, tu vas faire la campagne et tout, ça va être cool, on veut ton avis et tout, machin. Et en fait, du coup, on me demande plusieurs fois, ouais, tu veux être sur la liste et tout. Moi, je suis là, ouais, je sais pas et tout. C'était le début de mon engagement. Et en fait, ce qu'on me fait, c'est qu'on m'inscrit sur la liste et on me dit, alors, demain, tu peux venir signer le PV pour la préfecture, pour ta candidature. Et je suis là en mode,
Quoi? On t'a fortement incité, disons. On m'a fortement incité, mais après, au pied du mur, je me suis dit, ouais, en vrai, pourquoi pas, let's go. Mais, au RN, ils font pareil, mais des fois, ils demandent même pas l'avis. Ouais, c'est ça. C'est des mecs morts. Et c'est des vieux dans des EHPAD. Et des vieux. Effectivement. Ça, 14. Ouais. Effectivement, mais en fait, ça prouve déjà que, en fait, en étant jeune, en étant généralement une femme, etc., on a beaucoup plus d'autocensure à vouloir se présenter. Et il y a effectivement des villes où en fait ils ont du mal à remplir la liste en fait. Et du coup, ils vont chercher des anciens. Même il y en a qui sont là en mode non, mais mets-moi en position non éligible parce que c'est juste pour avoir le nombre. Ouais. C'est vraiment un mandat qui est pas sexy, mais pourtant que moi j'adore parce que c'est là où on est le plus proche des gens. C'est là où on est sur le terrain en fait, mais malheureusement, la 5e République fait que c'est pas assez valorisé. Je ne sais pas si c'est la 5e, mais en tout cas, il faut clairement travailler sur le statut de l'élu, renforcer tout ça. Moi, je suis à fond pour. Tu as aussi un phénomène de fond dans la société qui est l'individualisme et le recul de l'engagement. On le constate dans le secteur associatif, on le constate dans les associations qui, par ailleurs, ne sont pas soutenues, ni par l'État, ni par les collectivités, qui, de toute façon, n'ont plus d'argent non plus. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais en tout cas... Là, on en revient à qu'est-ce qu'on a proposé la France comme transcendance, comme valeur, comment on les fait vivre, liberté, égalité, fraternité, notre tissu associatif. Ouais, tissu associatif, engagement citoyen, machin. Tu vois qu'en fait, non, il n'y a pas de place pour ça, quoi. Il n'y a pas de place. Les gens, ou alors c'est sacrificiel, quoi. Les gens, déjà, ils n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois, ou alors ils n'arrivent pas à trouver du taf. Tu vas leur dire, vas-y, viens pour 350, et encore quand tu as de la chance à aller 90 €, tu vas t'engager, essayer de bouger les choses à ton échelle. Ouais, ça donne pas envie. Et effectivement, après, on se retrouve avec des gens qui sont déjà privilégiés, qui soit sont rentiers, soit ont des professions libérales, qui fait que en gros, leur salaire, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, et ils ont des emplois du temps flexibles. Mais du coup, est-ce qu'après, c'est des gens qui représentent réellement la société et représentent vraiment leur ville, en tout cas socialement? C'est-à-dire que c'est sûr que ça, c'est un gros problème. Et après, on a le même problème au niveau municipal, au niveau régional, national, etc. Une surreprésentation des retraités. Et en effet, c'est 60% des élus qui sont retraités aujourd'hui en France. Et donc, c'est plus des actifs, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont plus d'enfants à charge. Ils vont aussi penser d'autres politiques que ne pourraient le faire des gens qui ont des jeunes enfants. C'est vrai que les maires célibataires, il n'y en a pas beaucoup dans les conseils municipaux. Les jeunes, pour une autre raison qui est que les jeunes, c'est en général un moment de la vie de forte mobilité. Donc, c'est un moment où tu ne sais pas où tu seras dans 2 ans, peut-être à la fac là-bas, peut-être à l'autre bout de la France. Donc, s'engager, c'est un peu complexe. Et puis, de manière générale aussi, on leur fait pas beaucoup de place. Faut aussi clairement. Mais j'ai déjà entendu des maires de bonne foi me dire, moi, tu sais, j'aimerais beaucoup avoir des jeunes dans mon conseil municipal. Je vais en chercher, machin. Ok, j'entends ta bonne foi et je comprends que ça puisse être difficile d'en trouver. Tu vois, quand t'es déjà précaire sur la thune, sur le logement, sur le machin, tu t'engages pas, tu t'embarques pas dans ce genre de truc, quoi. En fait, oui, tout simplement. Et après, t'as aussi ce truc il faut franchir la barrière de vouloir s'engager, tu vois. Je prends l'exemple d'Argenteuil, où tu vois, on parle quand même d'une ville de 110 000 habitants, première du Val d'Oise, 4e d'Île-de-France. Il y a énormément de jeunes. Là, on a beaucoup de primo-votants. Pour aller convaincre un jeune de lui dire pendant 6 piges, tu vas pouvoir faire des trucs, peut-être 7 d'ailleurs, parce que le prochain mandat est de 7. Tu vas pouvoir faire des trucs et tout. En vrai, pas facile, tu vois. Clairement. Engagez-vous, les copains, on a besoin de vous au niveau local. Engagez-vous, rejoignez des listes, constituez des listes. Je précise aussi, parce que je sais que des fois ça peut être un frein. Si vous ne voulez pas vous engager parce que vous vous sentez pas apte, dites-vous qu'à la base personne n'est apte. Mais t'apprends sur le tas, clairement. Vous êtes des fraudes, nous sommes des fraudes. Il y a des lignes de formation justement pour former les élus dans les conseils municipaux. Donc c'est ce que vous faites généralement quand une équipe municipale arrive. On part en séminaire, on part se former, on comprend ce que c'est que les finances d'une commune. Et voilà. Et à la fin, vous êtes toutes et tous capables de le faire. Et pour le coup, il y a des budgets pour former les élus tout au long du mandat. Donc on a des formations. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à lire un budget municipal, etc. Alors qu'au début, j'étais là en mode, oh mon Dieu, de la compta, j'ai eu 4 à la fac, laissez-moi tranquille. Et puis, il vous reste la chaîne Twitch de Jean Massier aussi dans l'absolu. Ça peut aider, ça peut filer 2-3 tips, etc. On vend des formations aussi. Bien sûr. Achetez le PDF, abonnez-vous à Backseat. Autre sujet qu'on voulait aborder, chers amis, des militants pro-palestiniens ont interrompu un concert d'un orchestre israélien à la Philharmonie
Philharmonie de Paris, c'était jeudi dernier. Ils ont été mis en examen pour dégradation de biens, mise en danger d'autrui, détention de produits incendiaires, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, violence avec usage ou menace d'une arme. Les militants pro-palestiniens ont eux-mêmes porté plainte pour violence, des violences qu'ils ont subies. Et par ailleurs, il y a eu aussi le Collège de France qui a annulé un colloque sur la Palestine suite à une autre polémique. C'est quoi la différence entre ces deux polémiques, si je puis dire ? Je pète mon crâne. Regardez. Alors oui, j'avais demandé à ce qu'on ait des images. Bon là, c'est juste une image. On voit le fumigène. Oui, d'accord. Mais moi, ces images, quand je les ai vues, donc c'est en effet, t'as des militants qui sont levés, quoi, concrètement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas à taper qui que ce soit. Par contre, ils se sont fait défoncer. Mais c'est des images d'une violence. Moi, la dernière fois que j'avais vu une violence comme ça s'abattre sur des militants qui viennent faire un happening, quoi, en fait, c'est du symbolique. Le fumier, il est pas là pour brûler la salle. C'est du symbolique. C'est pour empêcher. Voilà, et ils se sont fait péter la gueule. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était au meeting de Zemmour à Villepinte, quand SOS Racisme est venu pour dire non au racisme, et qui se sont fait péter la gueule. Et j'ai vu le même genre de coup de poing. C'est-à-dire que là, c'était à coup de coup de poing. C'est-à-dire, j'ai vu ça. Pour ceux qui n'ont pas l'image, vraiment des coups de poing sur un mec qui se défend pas, en fait. Là, c'était lui tabasser la gueule. J'avais en effet pas vu ça depuis Villepinte. Ça interroge beaucoup, notamment déjà du niveau de violence que apparemment notre bonne société tolère, parce que ça n'a pas été énormément problématisé. Je n'ai pas entendu énormément dans les médias qu'on demande de condamner la violence qu'ont subie ces manifestants, qui ensuite derrière évidemment ont été embarqués, ils partent en garde à vue. Enfin, ils ont vraiment. Je me demande s'ils sont pas un peu trop mal là, parce que se faire péter la gueule, puis ensuite tu vas en garde à vue. Une fois en garde à vue, il y a eu un petit rassemblement pour les soutenir, ce à quoi des militants pro-israéliens bien vénères sont venus, et il y a eu des nouveaux heurts dans la rue de bagarres par des gens bien connus, un petit peu toujours les mêmes. Oui, voilà, Ligue de défense juive, Bétard, etc. Cette famille-là de gens. Donc, voilà, et sur les plateaux, on fait le procès des militants, et on demande de condamner le fumigène, là, je sais pas quoi. Donc non, j'étais vraiment étonné. Enfin non, on n'est plus étonné de rien, tu me diras. Donc soutien aux militants, soutien fort aux militants, et j'étais très déçu de voir que il y avait très peu de soutien de la part des politiques de gauche, chez les écolos, chez le PS, machin. Comme d'hab, il y a que les têtes brûlées des insoumis qui osent y aller. Mais c'est toujours pareil, quoi. Il y a que eux, et ils vont se faire engueuler gratos par Nathalie Sacré, c'est comme d'hab. Mais eux, ils y vont au moins. Mais c'est les seuls, quoi. Et donc force aux militants. De l'autre côté, tu as aussi Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui te dit oui, mais les fautifs, c'est la CGT et c'est LFI. Voilà. Oui. Les fautifs de quoi ? Attends, la CGT en l'occurrence, je crois que les salariés de la Philharmonie avait dénoncé. La CGT Spectacle avait dénoncé le concert. C'était élevé contre le concert, ouais. Parce donc que lui, le concert. D'accord, ok. Les arguments, parce que tu les as pas donnés, mais c'est vrai que les arguments. Qui allait plutôt en faveur de l'annulation de ce concert. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en ce moment en train de perpétrer le génocide qu'on sait, et on va jouer en présence de l'ambassadeur d'Israël, l'hymne d'Israël, et on l'aurait pas permis aux Russes. D'ailleurs, des concerts de Russes ont été interdits et annulés. Voilà, donc il y a une complaisance quand même avec cette. Et en effet, la CGT avait alerté avant, elle a fait un autre communiqué après, pour dire soutien aux manifestants, et encore une fois, ils n'étaient pas très nombreux. Et pour dire, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des heurts. Et d'ailleurs, les heurts, là, c'est la violence que se sont mangés les manifestants dans la gueule. Ça n'aurait pas dû arriver. On sait que c'est tendu, on sait qu'un orchestre, là, c'est pas du tout neutre, c'est très marqué politiquement, donc ça va provoquer des heurts, ouais. Donc ça aurait pu être annulé, ces heurts-là auraient pu être évités, les militants auraient pu ne pas se faire péter la gueule, quoi. Et le Collège de France qui a annulé un colloque sur la Palestine suite à une polémique, là j'ai un peu moins suivi, je vous avoue. En fait, au final, ils l'ont pas annulé, ils l'ont reporté et déplacé dans un autre établissement un peu, j'ai pas le nom sous les yeux, pardon, mais en gros ils l'ont déporté et il va se tenir en fait quand même. Ok, d'accord. Oui, il s'est tenu aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un grand. Oui, c'était aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui et demain.